Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour une nouvelle édition littérature où nous allons aujourd'hui chroniquer le volume de Dark Droid, la mini-série sortie chez Panini Comics au mois de juillet. Pour discuter de cette série, de ce volume, je suis accompagné de Jean. Salut Jean. Salut Loïc, salut à tous, salut à toutes, comment on va? En forme? Ça va, et toi? Ouais. Bah écoute, là je rentre de Batou et j'ai rapporté quelques virus locaux et je suis un peu malo, je t'avoue, ça doit peut-être s'entendre à la voix, je sais pas si encore la voix un peu grave là. Ça va? Ça passe, j'espère que ça ira pour les auditeurs. Mais ouais, si je tousse pendant l'émission, désolé, mais ça risque d'arriver. Mais à part ça va. Toujours content de te retrouver. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux pour une émission litté. Et c'est vrai que la littérature et Star Wars et moi pour l'instant ça fait deux, en tout cas pas pour la partie comics, je parle de la partie comics pardon. Voilà, donc aujourd'hui comme je vous disais on va discuter de cette mini-série ensemble, mais avant évidemment on a 2-3 choses à vous dire, à commencer par notre partenaire pour les éditions littérature, pour les émissions littérature, qui est le groupe Star Wars Geeks Québec, Littérature Québec. Oh là là. Et alors, je suis désolé, on enregistre assez tard, je suis fatigué, donc je dis des bêtises. Donc, le groupe littérature, Star Wars Littérature Québec, que vous pouvez trouver sur Facebook, on vous invite à les rejoindre si vous avez également envie de parler littérature, comics, romans, et pourquoi pas beaux livres, etc. Jean, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, un petit WhatsApp Star Wars? Oui, comme je le disais avec Francis la dernière émission, j'ai un cumul là de tout l'été Star Warsien. Je ne vais pas parler du voyage sur Batuu, je ferai ça un peu plus tard, mais j'avais envie de discuter avec toi. C'était là, je me suis enfin lu le one-shot Star Wars Vision par Takashi Okazaki. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en VO, il y a un Star Wars Vision, un one-shot. Alors, je l'ai récupéré puisqu'il est sorti en VF. Panini l'a sorti pour une opération spéciale qui est, je crois que c'était le 4 mai, mais j'ai un doute. Et quand je suis allé acheter un comics chez mon comic shop, il en avait encore. Et donc, il en a gentiment... merci Mommy Mess, qui m'a gentiment glissé ce petit bonus. Ouais, c'est une petite pépite, je sais pas si... Mais que j'ai pas lu encore. T'as pas encore lu? Ah ok, on va en parler vite fait juste. Mais après, ça reste un comics dans la lignée du premier épisode de la première saison de Vision. Donc c'est du noir, blanc et rouge. Je sais pas si tu te rappelles, ça parle d'un Ronin. Pour moi, le meilleur épisode de la saison. Ah oui, c'est ton préféré. Pour moi. Ouais, j'ai trouvé excellent aussi. Et donc voilà, là ça reprend un petit peu le personnage et ça, je sais pas si ça se passe avant ou après, parce que en fait c'est un mélange de flashback et tout. Et en gros c'est la rencontre entre le Ronin et son droïde que tu vois avec lui à ses côtés dans l'épisode. Donc là c'est mec. Voilà, avec son espèce de chapeau de paille. Et donc voilà, donc c'est un très très bon petit comics. Alors il faut savoir que Vision avait déjà eu un one-shot comics il y a 1 an ou 2 par le même Takashi Okazaki, et qui pareil, était un spin-off de ce Ronin-là. Là, c'était plus une histoire un peu plus banale, où un gars qui allait se friter, enfin un Ronin qui allait se friter contre un site random. Mais je trouve que Okazaki, c'est le mangaka qui a dessiné les Afro Samurai. Et qui a participé à l'animé Afro Samurai, c'est pas un manga là-bas. Je sais pas si tu connais Afro Samurai. Non. C'est un animé des années 2000 avec Samuel L. Jackson dans la voix du rôle principal, qui est un samouraï black avec une espèce de afro énorme. Oui, animé,
Voilà, normal. Ouais. Et qui est super bien animé. Enfin, allez voir le trailer de Afro Samurai, c'est génial. Il y a eu un jeu vidéo qui a tiré de cet animé-là. Bref, et la direction artistique ressemble vraiment à Afro Samurai. Du coup, il y a des liens, vu que c'est le même auteur. Donc, très très bon. Ouais, ce petit one-shot Vision, là. Donc, très très cool que Panini. C'est en français, il a été publié en français. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu me mets le doute, si ça se trouve, c'est le premier qui est sorti il y a. Le premier, ouais, voilà. Ouais, alors, ça peut faire la confusion. Ouais. J'ai pas feuilleté, hein, donc là, je peux pas vous assurer duquel il s'agit, mais en tout cas, bon, moi, je suis assez client de ce qui a été fait autour de Vision. J'avais commencé le roman également, que j'ai pas fini parce que bah, je l'ai trouvé très bien, mais voilà, je m'en suis un peu désintéressé et puis je suis un peu bloqué au milieu. Peut-être un jour je le finirai, mais en tout cas, j'avais bien aimé ce que j'avais lu. Donc, je suis plutôt client et c'est vrai que moi, je partirais même, pourquoi pas, sur une mini-série animée de Vision, ça me plairait bien. Ah oui, tu veux dire de 7 épisodes, hein, pas de Vision, mais de 7 épisodes de Vision. Carrément. Voilà. Et toi, donc, du coup, mon ami, qu'as-tu fait de Star Wars bah, moi, c'est assez calme. Je suis en plein dans le roman L'œil des ténèbres, je crois, en français, qui se lit très très bien. Vraiment, je regrette pas de l'avoir commencé parce que les pages s'enchaînent facilement et ça, c'est agréable, contrairement à certains romans de la Haute République qui parfois sont un peu plus longs. Celui-ci, il s'enchaîne bien et donc c'est très bien parce qu'en ce moment, je lis très peu de romans. Je suis plutôt sur un rattrapage comics qui ne concerne pas du tout Star Wars d'ailleurs. J'avais envie de me refaire quasiment 25 ans de 4 fantastiques. Ah ouais, un jour pour le film. Ouais, bah alors je les avais déjà lus, mais forcément on oublie, hein, les histoires, ça, on peut pas se souvenir de tout. Mais je sais que j'ai dans ma liste également les 2 tomes de Han Solo et Chewbacca. Le Sanastaros et je crois qu'il y en a encore un autre, mais là le nom m'échappe. Donc pas forcément de Star Wars en soi là tout de suite, mais probablement plutôt du Star Wars à venir. Ok, bah, très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on disait? Il faut qu'on vous parle également des dernières émissions, Jean. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les dernières émissions de Star Wars en direct? Oui, bah, dernièrement, ce que vous pouvez écouter en ondes, on a donc un dernier Quad 9 Star Wars. Alors, il n'est pas nommé Quad 9 Star Wars, mais c'est tout comme, hein, c'est l'équipe française qui... c'est un Quad 9 Star Wars. Hein. Ouais, voilà. Et qui parle... donc, il y avait 2 sujets. C'était déjà un petit aperçu de Outlaws, si je me rappelle bien, avec Sylvain qui avait posé ses mimines sur le jeu. Donc, il donnait ses premières impressions. Et puis tous les problèmes qu'il y a eu à la sortie du jeu aussi. Et deuxième partie du débat, c'était sur l'annulation malheureuse de la de la série The Acolyte, qui n'aura pas de 2e saison. Donc voilà. Donc ça c'était très intéressant. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler de ça pour mon WhatsApp, mais c'est vrai. Des 2 sujets d'ailleurs de Outlaws, puisque mon fils l'a commencé et il est plutôt content, et de cette série. Donc je préviens, moi j'ai pas signé la pétition parce que même si j'aurais voulu une saison 2, j'estime qu'elle a eu sa chance et qu'elle n'a pas réussi à convaincre, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ah, il y a une pétition, tu vois, tu me l'apprends Oui, il y a une pétition. Ouais. Je crois qu'ils sont à 50 000 signatures, mais j'ai peur que ce soit un peu léger pour convaincre Lucasfilm de lancer une saison 2. J'aimerais bien qu'il... Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2, mais les pétitions, ça ne marche jamais. Donc, non, rarement. Bref. Et à part ça, on a eu une autre littérature. Moi-même et Francis parlions donc de ce spin-off à Dark Droid qui s'appelait D-Squad, qui se focus sur le groupe de droïdes qu'on voit là, mené par R2D2. Et donc voilà, une très sympathique émission également, et qui sera complémentaire de celle-là, enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, ça c'est les 2 dernières émissions en date. Et c'est pour ça que je me suis renommé spécifiquement aujourd'hui L01C. Qui est... Eh oui, j'ai fait exprès. Pas mal. Alors forcément, si vous nous écoutez qu'à l'audio, vous ne l'avez pas, j'ai retransformé mon nom, je l'ai un petit peu droïdisé, exprès parce que cette thématique, et puis il y avait l'émission Litée précédente qui était aussi sur la même thématique. Voilà. Jean, je pense qu'on est prêt à passer en hyperespace. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Dès que je trouve le bouton, c'est parti. Allez. Non, c'est pas ça. Hyperespace, voilà. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
J'aurais dû m'exercer avant, tu vois. C'est pas grave, ça arrive les ratés. Ah ouais, J'ai pas arrêté d'en faire depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont l'image, voilà ce qu'on va chroniquer, ce volume de donc Star Wars, la mini-série Dark Droids, qui est une mini-série crossover. Donc la dernière de cette tétralogie qui à la base était consacrée donc à Kira et donc dont cette histoire est un spin-off puisqu'elle prend racine au sein de Hidden Empire. Et donc, le volume, comme on le disait, de Panini Comics qui est sorti au mois de juillet, qui contient les 5 épisodes de la mini-série pour un total, je crois, de 16 €, si je dis pas de bêtises. Et donc, on doit être autour des 160 pages, 128 pages, pardon. Et je vous confirme le prix à 19 €, pardon, parce que moi, je vous fais une promotion, moins 3 €. Mais non, si vous voulez acheter cette mini-série, il vous faudra débourser 19 €. On va attaquer avec un résumé. Jean, si tu veux bien nous parler un petit peu de cette série. Yes. Alors, ça va être un peu compliqué parce que c'est donc ça fait partie, c'est un 4e crossover, on va dire, des séries régulières de comics Star Wars, donc Star Wars Dark Vador, Bounty Hunter et Dr. Aphra, 4 séries régulières. Elles ont eu droit à 3 crossovers précédents, donc La Guerre des Chasseurs de Primes, Crimson Reign et Hidden Empire, qu'on a couvert, voilà, tout ça. Et la promesse, ça avait été d'avoir ces 3 crossovers, faire une trilogie Kira, entre guillemets, et voilà, de repasser sur des numéros plus individuels par la suite. Mais surprise, on a eu droit à la fin de Hidden Empire à un 4e crossover, donc qui s'appelle Dark Droids, évidemment. Tout ça se passant entre les épisodes 5 et 6, donc les 1 an par les épisodes 5 et 6. Oui. On discutera si tu veux, mais moi ça me pose énormément de problèmes. On en parlera. Donc ça fait 4 gros événements, plus toutes les aventures séparées qu'ont eu nos différents groupes, nos différents héros. Ça commence à faire. Et donc c'est un crossover, ouais, alors il a duré d'août 2023 à décembre 2023 en VO, donc ça date déjà en VO. Et voilà, donc si on commence après dans l'histoire pure, donc ça reprend vraiment la fin de le crossover précédent, donc Hidden Empire. Et en fait, lors de Crimson Reign et de Hidden Empire, on avait l'origine en fait du Spark Eternal. Alors le Spark Eternal, c'est une intelligence artificielle créée par un ancien culte très axé côté obscur, mais qui combattait les Sith, en fait. C'était un groupe rival des Sith. Ouais. Et donc, c'est ce groupe-là, avant de se faire massacrer par les Sith, parce qu'ils vont quand même perdre, mais ils ont scellé cette entité-là, ce Spark Eternal, et qui va revenir du temps de la trilogie originale, parce que, comment ça s'appelle, Kira et le Crimson Reign, et notamment l'archiviste, qui était de mèche avec Kira, vont être à la recherche de ce Spark Eternal, et ça va être Dr. Aphra qui mettra la main dessus, mais de manière un peu particulière, car en fait c'est le corps de Dr. Aphra qui va se faire posséder par une entité maléfique, donc qui est ce Spark Eternal. J'ai pas du tout la traduction en français, si tu veux me corriger pour... alors, moi la problématique, et c'est pour ça que je suis content de t'entendre, c'est que j'ai complètement squeezé Hidden Empire et Crimson Reign, agacé en fait déjà par War of the Bounty Hunter. J'ai pas voulu aller plus loin. D'ailleurs, cette première mini-série qui pour moi était la meilleure des 3, donc c'est là où j'ai décroché en fait des comics, des séries régulières en tout cas. Ouais. Écoute, on verra si tu arrives quand même à relier les morceaux d'histoire. Oui, mais j'ai feuilleté en fait les volumes, donc j'ai vu que j'ai capté l'histoire de la cage de Fermata et de ce Spark Eternal. Alors c'est pour ça que je sais pas comment du tout il est traduit en français, parce que j'ai juste survolé les épisodes, et donc je comprends où ça prend racine, cette histoire, ce crossover, mais sans l'avoir lu moi-même. Ok, en tout cas, bon, ça va pas être compliqué, en fait, voilà. Tu avais cet Aphra, possédé par ce Spark Eternal. Aphra va se friter à la fin d'Hidden Empire contre Dark Vador. Dark Vador va réussir de manière un peu débile, mais bon, il va quand même réussir à libérer Aphra de ce Spark Eternal. Et donc, cette entité va rejoindre une espèce de mini-droïde qui était là, qui était prisonnier de la cage Fermata, justement, qui est une espèce de grosse prison que Kira a utilisée pour emprisonner les Sith et donc Dark Vador et l'Empereur. Bref, donc tu as c'est ça, c'est le Spark Eternal qui va se fusionner avec ce droïde, et ça va donner, donc ici, ce qu'on appelle, nous en anglais, c'est le Scourge, mais Francis m'avait dit, vu que lui aussi avait la version française, qu'en français, ils ont traduit ça par le Fléau. Donc, le Fléau, oui, ça c'est ça, voilà. Je confirme aussi. Donc voilà, donc ça va devenir le Fléau, donc dans une espèce de mini-droïde araignée, là,
Et on va le voir petit à petit, cette droïde araignée va commencer à infecter tous les droïdes qu'il va toucher. En fait, c'est une espèce, on va avoir une espèce de conscience de ruche où en fait le scourge, donc le fléau, va toucher tous les droïdes et en fait va avoir une espèce de conscience générale de tout ce que voient tous les droïdes. Lui le voit en fait, quoi. C'est vraiment une hive mind, ce qu'on dit en anglais, je sais pas trop. Oui, un esprit de ruche. Esprit de ruche, ça se dit en français. Oui, oui. Très bien. Très bien. Et en plus de toucher tout ce qui est droïde, alors droïde, vaisseau, tout ce qui est appareil robotique, mécanique, tout le bazar. En plus de ça, il va aussi toucher tout ce qui est comment on appelle ça, pas cyberpunk que j'ai. Les cyborgs. Les cyborgs, voilà. Il va toucher tout ce qui est cyborg, donc entre tous les humains, tous les organiques qui ont une partie un petit peu robotique, quoi. Donc ça va être un peu le bordel. Parce que que ce soit Vador ou Lobo ou Afra ou Valence, tout ça, vont pouvoir être contaminés par ce mal, ce fléau. C'est franchement très bien traduit, hein, le fait qu'ils ont traduit le scourge par fléau, parce que voilà, c'est ça qui va se répandre. Ouais, bien sûr, mais c'est tout à fait cohérent. Ça aurait pu même être virus, hein, parce qu'il y a ce côté, je m'étends et comment dire, dès que j'ai touché, c'est contaminé, donc ouais, ça pourrait être aussi ça. Voilà, c'était très, je sais pas ce que tu en penses, mais c'était très SF, mais plus SF que le fantasy SF, un petit peu à la... alors, moi, j'ai trouvé carrément un côté horreur, hein. Ah oui, alors quand on parle de ce tome-là, effectivement, complètement... horreur et côté zombie où cette infection, en fait, ne cesse de se répandre et où on n'arrive pas à l'enrayer, quoi. Ah, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. J'étais plus axé le côté SF en mode... je sais pas si tu as vu le film Virus, par exemple, non, le vieux je l'ai des années pas vu. 90. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est une espèce d'entité qui arrive sur un bateau, qui contamine donc les parties mécaniques du bateau et qui va faire fusionner des humains avec des parties mécaniques, ce qui donne des trucs vraiment dégueulasses. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans ce Dark-Droid-là. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est un classique, hein. C'est des choses qu'on a déjà vues et revues, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que dans Star Wars, c'est relativement Dans original. Star Wars, c'est nouveau. Peut-être dans le Legends, je sais pas si dans le Legends, on a eu des histoires. Non, j'ai pas souvenir. Non. Alors, des personnages qui peuvent transférer leur esprit, potentiellement oui, mais pas des droïdes comme ça me parle pas du tout. Ok. Bon, en tout cas, voilà, on en est là. Et donc, on commence ce tome de Dark Droid. Donc, le tome commence par la naissance de ce fléau-là. Donc, suite, je disais, à la fusion du Spark Eternal et du droïde de la Fermata Cage, qui se réveille, qui a faim, qui cherche à se développer. Donc, il va tout d'abord contaminer un droïde impérial qui nettoie un petit peu les lieux. Et direct, on va comprendre le principe. Hein, donc, il garde une conscience malgré le fait qu'il soit dans deux êtres différents. Et il va petit à petit se contaminer dans tout un Star Destroyer. Et en fait, tous les droïdes de ce Star Destroyer vont défoncer l'intégralité du clou pour prendre possession de ce Star Destroyer. Pendant ce temps-là, vraiment tuer tout le monde. Vraiment tuer tout le monde. Pendant ce temps-là, donc on fait la connaissance de Ajax Sigma, qui est une espèce de prêtre droïde autoconscient et qui dirige une espèce de secte 100% droïde, hein, qui s'appelle la Seconde Révélation. Ouais, alors toi tu dis secte, mais moi j'aurais appelé ça culte, mais... Culte, oui, ouais. C'est vrai que... Mais en fait, je vois pas de côté négatif. Ouais, c'est vrai qu'en français, secte, c'est un côté négatif. Ouais. En anglais, on utilise le mot culte pour les sectes aussi. Donc, okay. Oui, tu as raison. Tu as une espèce de culte plutôt religieux, intégralement composé de droïdes. Et donc, eux, ils ont le vent de ce qui est arrivé sur le Star Destroyer. Ils vont décider donc de contrer cette menace du scourge, du fléau. Donc voilà, dès le premier numéro, on a déjà les deux forces en présence. Mais le pire arrive à la fin du premier numéro de ce tome-là. On voit que le Scourge a envoyé plein de mouse droïdes contaminés à travers la galaxie, et dont un qui arrive sur un vaisseau de l'Alliance rebelle et qui contamine C3PO, bon ami C3PO. Donc le Scourge a tellement faim, tellement envie de se répandre, qu'il va aussi essayer de posséder les organiques. Il va s'intéresser à la Force, avec ce Dark C3PO qui va demander des renseignements à Luke directement, et donc son désir de pouvoir est de plus en plus grandissant. Donc le Scourge, via encore une fois C3PO, va rencontrer R2D2. Là, R2D2, il va se dire, oh là, lui, il a l'air un peu malin, un peu trop malin même pour moi, donc je vais le balader dans l'espace. Donc le Dark C3PO va éjecter R2D2 dans l'espace, et c'est à partir de ce moment-là qu'on passe sur la série D-Squad, qu'on a déjà chroniqué dans le Okay. Et qui se focus sur le point de vue de R2D2. Qu'est-ce qui arrive à R2D2 après que le Scourge l'ait éjecté? Voilà. Oui, d'où la réflexion que vous faisiez dans l'émission de dire le problème, c'est que les épisodes de la mini-série D-Squad
pourrait s'insérer à divers moments en fait de la série principale. Complètement, complètement. Ouais. C'est pour ça ce que disait Francis, c'est que c'était vachement agréable à l'époque de la publication Oui, VO, oui, en d'avoir une VO single, qui alternait, voilà. bien Mais sûr. non, on le verra. Moi, j'avais eu un peu de mal à revenir à chaque fois à cette histoire en single, et je trouve que la lecture en tome, même si tu lis les tomes l'un après l'autre, ça marche très très bien. Oui, Donc, oui, je pense que ça bien fonctionne dans le aussi. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà, j'en étais où? Donc le Scourge demande des infos à Luke. Il s'aperçoit que des êtres en partie mécanique, comme Luke et sa fameuse main mécanique, peuvent, malgré le fait qu'ils soient en partie mécanique, maîtriser aussi la force. Donc lui, il veut aussi maîtriser la force, ce fléau. Et pendant que les droïdes contaminés par le Scourge sabotent le vaisseau de Lord Sorvel, eh bien, lui, il avance vers son prochain objectif, qui est de contaminer Dark Vador. Donc pour ça, il va se rendre sur Mustafar, toujours sous la forme de ces 3 PO. Donc c'est ces 3 PO qui va sur Mustafar. Il va se confronter au Seigneur Noir des Sith, assez violemment d'ailleurs, parce qu'il y a des droïdes de Vador qui sont possédés par le Scourge, qui vont carrément sortir Vador diminué, parce qu'il est dans sa cuve de Bacta, sans son armure, donc complètement mutilé. Mais malgré ça, Vador va réussir à vaincre l'armée de Dark Droid, grâce à des vagues de force, enfin, grâce à la force. Et Scourge va pas réussir à prendre possession de Vador au final. À ce même moment, il y a Ajax Sigma et sa propre armée qui va arriver sur le Star Destroyer de Scourge, qui s'appelle le Scourge One, qui a rebaptisé son vaisseau, là, qui en plus qui commence à être modifié, à devenir vraiment en mode métallique. On peut pas dire terraformé, mais il le droïde forme, quoi. Le droïde forme, exactement. Ouais. L'espèce des pics, là, je vous mettrai les images un peu plus tard. Et donc son armée, l'armée de Ajax Sigma, va être vite décimée par celle du fléau, Ajax étant le seul survivant, et il doit se jeter dans l'espace pour éviter une éventuelle contamination. Et pendant ces 2 batailles entre Vador et Sigma, le Scourge va réussir à contrôler les cyborgs, moitié organiques, moitié droïdes. Il va donc contrôler Magna Tolvan, qui est donc une ex-pote de Dr. Impérial. Ex-impérial également. Lobo, donc le pote à Lando, et même Valence, le chasseur de primes Valence. Quoi. Donc trois gros noms. Oh, comme c'est pratique. Oui. Voilà. Ensuite, sur Coruscant, on a l'Empire qui a enfin eu vent de la contamination de droïdes, l'insurgence droïde, même si on peut dire. Ils commencent même à détruire leurs propres droïdes, même ceux qui ne sont pas du tout contaminés. Donc là, c'est pareil, des scènes assez trash quand même. Même de destruction de droïdes totalement innocents. Tu vois. Donc, oui, complètement. Ouais. Sur le Scourge One, le Scourge, lui, il a aussi son conseil d'administration, un peu spécial, parce que il est conscient il a une seule conscience, c'est comme s'il se parlait un peu à lui-même, tu vois. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on en discute, parce que j'ai eu du mal à comprendre cette partie, il faudra voir si tu arrives avec... Mais vas-y, continue. Voilà, donc en fait, un droïde scientifique, un droïde guerrier, un droïde plus vieux, plus sage, un droïde enfant, qui est un peu le côté émotion, peut-être, de ce que je sais. En tout cas, ils arrivent à la conclusion qu'il faut trouver un moyen d'assimiler les organiques, les 100% organiques, tu vois, pour vraiment contrôler tout le monde dans la galaxie. Et voilà. Donc, notamment, parce que le fait que Scourge a peur que les organiques arrivent à le détruire, en fait. Lui, sa seule peur, c'est que les organiques trouvent une faille et arrivent à le péter, quoi. Et ce qui est vachement bizarre, parce que lui-même veut devenir organique, donc c'est quand même génial. Ouais, voilà. Ouais. C'est assez métaphysique comme objectif. Il envoie donc Tolvan, Lobo et Valence prendre possession d'une planète où se trouve un énorme relais de communication. Là. Il fait prisonnier tous les organiques, tous les humains, enfin tous les organiques. Je dis plus les organiques parce que c'est pas que des humains, t'as aussi des aliens, tout ça, sur place pour continuer les expériences de possession des organiques. Quoi. Ça donne des scènes d'horreur assez crades, avec des espèces de moitié droïdes, moitié humains, avec des membres. Oui, parce que tu l'as pas précisé, mais effectivement, comme il cherche à réussir à une symbiose en fait entre un corps robotique et des morceaux d'humains, et donc il va utiliser les cadavres, les cadavres des impériaux sur le Star Destroyer, pour greffer des morceaux d'humains sur des corps de robots. Donc il fait des expériences, tout ça pour évidemment toujours son but ultime, de pouvoir transférer sa conscience et son contrôle sur les machines dans un corps organique pour pouvoir maîtriser la force. Parce que, tu ne l'as pas dit, mais il était enfermé en fait dans la cage de fermatage, je crois, et il a été défait, donc une première fois à la base, par ces acolytes Sith dont tu parlais, et qui maîtrisaient la force. Donc il a bien compris que la force, c'était son point faible. Et donc, par conséquent, si je veux réussir à ne pas me faire avoir 2 fois, il faut peut-être que je fasse de ma faiblesse une force. Au sens propre du terme. Exactement. Tu as bien complété le truc.
Donc ensuite, on a Ajax Sigma, qui lui est retourné sur sa planète après sa défaite, qui est dévasté par la perte de son armée et tout ça. Mais heureusement, R2D2 arrive, mené par sa D-Squad, donc tu as tout un groupe de droïdes, donc la fameuse D-Squad, qui arrive à la rescousse de Sigma, et ils vont décider d'aller péter la gueule du fléau ensemble. Et le dernier numéro, donc qui conclut ce tome, ça se passe après une certaine ellipse, c'est la guerre totale. Tu as d'un côté les armées du Scourge et tous les droïdes, tous les cyborgs, tout le bazar, et donc les organiques, donc on voit Vador, enfin organiques, entre guillemets, mais Oui, on a Vador, Afra, ceux qui ont encore de l'humain, quoi. voilà. En fait, on a tous les autres séries, Star Wars, Vador, Afra et Bounty Hunter qui se battent contre les droïdes. Mais on a aussi donc Luke, Leia, Chewie et Lando, le groupe de rebelles de la série Star Wars. Et donc au final, la D-Squad et Ajax arrivent sur le Scourge One, et là aussi donc baston, jusqu'au moment où enfin, voilà, Scourge a enfin réussi à contrôler les organiques. Donc là, il va directement contrôler tous les organiques qu'il a à sa portée, dont Leia, Lando, Chewie, mais surtout Luke, voilà, il peut enfin toucher la Force, il peut enfin contrôler la Force. Sauf qu'à ce moment-là, juste au moment où il a enfin réussi à son objectif, Ajax Sigma arrive par derrière et lui plante son épée dans le dos et le désactive en gros, quoi. Enfin le tue, quoi. Il le tue, ouais. Ouais, il le tue. Donc c'est la fin du fléau et ça libère donc de son emprise tous les êtres organiques, cyborgs, droïdes et voilà, tout est bien qui finit bien et le Scourge a enfin vaincu et ça finit comme ça. Voilà, le petit résumé qui n'était pas si petit que ça au final. Non, pas si petit. Voilà. Alors vas-y Jean, profites-en pour nous dire qu'est-ce que tu as pensé de ce tome, de rentrer un peu dans les points que tu voulais évoquer, etc. Écoute, déjà, ça va faire parler aussi un peu du scénariste et du dessinateur parce que c'était bien sûr. discutable. Moi, direct dessinateur, je vais dire, c'est un tome qui est magnifique. C'est Luc Ross. Ouais. Donc, au dessin. Ah ouais, franchement. Voilà. Et du grand, voilà, on le précise, c'est du grand Luc Ross. Oui, parce que Luc Ross nous a déjà fait des tomes qui sont catastrophiques aussi. Voilà. Ouais. Non, là c'est. Mais il a fait plus de bons que de mauvais sur Star Wars, je trouve quand même. Oui. Il avait fait le Throne, le Dark Maul. Il a fait le Dark Maul, qui était très bon. C'est très bon. Là, sa partie sur Yoda, le Yoda est très bon. De toute façon, oui, le Yoda était très bon. Mais même, il avait fait un peu de War of the Bounty Hunter et il n'était pas dégueulasse dessus, quoi. Ouais. Et là, il est vraiment très très fort. Ouais, c'est vraiment au top. Magnifique, quoi. Alors peut-être que le coloriste et l'encreur, ils sont aussi pour quelque chose parce que je trouve que l'ancrage rajoute vraiment. Moi, je parlais tout à l'heure du côté horrifique, et l'ancrage rajoute totalement ces impressions. C'est très sombre, c'est très noir, et les couleurs sont assez ternes, mais je les trouve vraiment réussies et ça fait Star Wars. Pour moi, ça fait Star Wars à chaque page. Ouais. Donc, déjà, c'est bon. Parce que c'est vrai que t'es ouais, oui. On va dire sur le truc. C'est ma marotte. Ouais, c'est ta marotte, ouais. Ouais, mais t'as complètement raison. La couleur et l'ancrage, ça fait vraiment le taf. C'est un comics très très sombre, mais dans le bon sens du terme en fait. Dark Droid, donc forcément c'est sombre. Oui, effectivement. Mais non seulement au niveau de la couleur et de l'ancrage, on le voit là, c'est vraiment des plages de noir assez magnifiques, quoi. Et mais surtout au niveau du scénario, je trouve que c'est Charles Soule au scénario. Alors j'avais envie de reprendre un petit peu sur Charles Soule parce que au dernier WhatsApp. Je sais pas, ils ont fait 2-3 erreurs sur Charles Soule. Charles Soule, il a fait qu'un roman. C'est un auteur de comics à la base, plus un auteur de comics qu'un auteur de romans. Son roman est très très bien, Light of the Jedi, mais Charles Soule, il a aussi fait Hidden Empire et Crimson Reign. Et dans une bonne mesure, War of the Bounty Hunter, qui sont pas ouf. Oui, poussif. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il a fait avec il a fait ce qu'il a pu, voilà, Lucas Film lui a dit, voilà, développe une histoire. Mais est-ce que c'est vraiment une explication parce que je moi, je sais pas. Mais en tout cas, ils disent, il faut combler. Alors, on a fait une première série entre le 4 et le 5, et maintenant, il faut combler pour faire entre le 5 et le 6. Ouais, mais ça serait bien, en fait, que les histoires qui se passent... je pense que l'idée... C'est là la différence entre l'inter-épisode 4-5 et l'inter-épisode 5-6. Oui. C'est que la première fois, il y a eu un crossover. Ok, un crossover qui réunit deux séries. Deux séries où on a Vador vraiment en protagoniste. Donc, il y avait un petit côté événementiel sur le truc. Même si les personnages se croisaient des fois dans les séries, Vador pouvait croiser Luke et les personnages principaux et inversement. Là, la problématique, c'est que on a 4
crossover complet où tous les personnages se croisent dans un gloubi-boulga où j'ai vraiment, sincèrement, je suis désolé hein, si vous écoutez nos émissions depuis longtemps et que vous m'entendez encore une fois dire ça, mais je n'arrive pas à imaginer et à concevoir que nos héros traversent ces histoires entre les deux films, sans que, forcément, il y ait aucune mention de quoi que ce soit dans l'épisode 6. Alors, et c'est là où c'était bien fait dans l'épisode, dans la première partie, c'est que s'ils avaient continué sur cette lignée en disant, bah, allez, on fait des petits crossovers, ou on fait des histoires qui n'ont pas une portée galactique, ben pourquoi pas. Mais déjà, les 3 histoires avec Kira, elles ont une portée galactique. Ah oui, intergalactique, c'est un truc de fou. Voilà, et moi je trouve ça hallucinant. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais il n'y aura pas tellement de débat encore une fois là ce soir. Parce que c'est pas pour ça. Voilà, c'est mon plus gros problème en fait pour ces crossovers-là. Enfin non, Hidden Empire, non seulement il y a un problème de temporalité que ça se passe entre les 1 an d'épisode 5 et 6, mais en plus de ça, c'était vraiment nul. Enfin, c'est vraiment très très nul. Je connais personne, que ce soit dans l'équipe ou ailleurs, qui ait apprécié ces crossovers. Du moins pas. Nous, avec Francis, on a quand même aimé le premier. Je l'ai pas détesté, hein, pour reprendre ce que dit Francis, le premier. Ouais. J'ai trouvé que c'était trop et qu'il y avait des trucs qui me sortaient du crossover comme Kira qui tient tête à Vador, c'est pas possible. Ouais, voilà. Mais en soit que Han Solo soit volé dans la carbonite, je veux dire, pourquoi pas, c'est un truc intéressant. Que les rebelles soient au courant et qu'ils veuillent le récupérer, pourquoi pas, c'est intéressant. Que Vador veuille le récupérer parce que ça peut attirer Luke, pourquoi pas, ça c'est intéressant. Mais en faire une portée galactique, je vois pas bien l'intérêt. Non, voilà. Surtout que dans l'épisode 6, c'est très con, mais ils en parlent pas. Que ça soit de Kira, il y a 0 mention de Kira, et de la confirmation de droïde non plus. Elle a quand même fait face au Hutt, qui voulait aussi récupérer, et que Jabba n'en parle pas alors que ça s'est passé moins d'1 an avant. Enfin, aucun sens. En fait, tu vois, dans la trilogie Kira, j'aurais bien vu post ou pré-trilogie originale, en fait, en faisant des ajustements, évidemment. Et post, c'était parfait, profiter de la déroute de l'Empire pour essayer de reprendre le contrôle. Voilà, c'était bien, complètement. Et pareil, et je trouve qu'avec Dark Droid, on revient à cette problématique-là, c'est que l'histoire est top. Hein. Moi, j'aime bien ce côté SF beaucoup plus dark, horreur. Charles Soule aime beaucoup le penchant horreur de Star Wars, il essaie d'en mettre souvent. C'est un peu comme Kevin Scott, tu sais, ils aiment bien ça. Oui. Mais là, en fait, ça prend une ampleur tellement énormissime, on le verra à la fin de ce tome-là. Tu as des milliers de gens qui se font fusionner avec les droïdes. Ça apporte une problématique, mais c'est un génocide, quoi, presque. Et que tu n'as aucune mention des droïdes qui ont pété des câbles dans l'épisode 6, pour moi, ça me pose un problème. Oui, bien sûr. Alors, je suis un peu plus partagé, parce que là, on est dans une émission où on va chroniquer ce volume. T'es d'accord? Si je ne prends que ce volume, j'ai pas de problème, parce que justement, alors certes, ça touche pas mal de gens, c'est vrai, mais on n'a pas une portée, malgré tout, pour moi, on n'est pas dans une portée galactique. Oui, l'Empire est au courant, parce que ça touche beaucoup de monde, mais c'est pas le danger comme... c'est pas l'impact que peut avoir Kira quand elle a voulu tout retourner. Enfin, juste à la lecture de ce volume, hein, je parle. Hein. Je parle évidemment pas des séries tie-in Vador, Aphra, Bounty Hunters et Star Wars, où pendant au moins 4 épisodes, donc 4 mois à l'époque, il y a eu des histoires qui ont tourné autour de ça. Moi, à la lecture juste de ce volume, je vois quand même quelque chose d'assez restreint en termes de portée. Et là, je me dis, si ça avait uniquement cette portée-là, c'est-à-dire, on va dire, dans un coin de la galaxie, dans 2-3 systèmes, sur une quinzaine de planètes, ça me pose pas de problème. Et si les 2 autres crossovers d'avant avaient fait la même chose, je serais peut-être un peu moins dur sur ce point-là. Ah oui, non. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment une portée galactique presque autant que celle de Kira. Mais parce que toi, tu as lu le reste. Ah, peut-être. Et moi, je l'ai pas lu.
Et à mon avis, ça change pas mal de choses. Oui. Ah oui, parce que alors tu disais l'Empire, mais tu as l'Alliance Rebelle, tu as les chasseurs de primes, tu as Oui, les tout à Hutt, fait. tout le monde est touché, Tout à fait. tout le monde a des droïdes en fait, même le petit Bah, Clanten qui a son droïde à la maison. bien sûr, c'est le principe. Il y avait la même chose dans Légende avec les Yuuzhan Vong qui supportaient pas les droïdes. Donc, et comme les droïdes étaient partout, ben, de toute façon, tout le monde était concerné. Donc, je suis d'accord avec toi sur la portée intergalactique que peut avoir l'histoire. Mais si on se tient à ce volume, pour moi, ça reste assez limité. Maintenant, avec le reste, oui, je suis d'accord sur le fait que, encore une fois, c'est une histoire inconcevable par rapport à ce qu'on connaît dans la trilogie originale. Oui, oui. De toute façon, on sera d'accord sur ça, c'est sûr. Oui. Ok. Mais ouais. Donc on est parti sur les dessins, on est arrivé sur ça. Ouais, bah oui. Mes dessins, voilà, vraiment, moi, franchement, je vous le conseille, juste déjà pour les dessins. Ça vaut vraiment le coup. Les 19 €, ils sont vraiment pas volés pour ça. D'ailleurs, Jean, pour ceux qui ont l'image, a affiché quelques planches. Il n'y a pas une planche qui est pas magnifique en fait. Le seul point que je trouverais un peu négatif dans le dessin, c'est le design peu inspiré du Star Destroyer qui a été droïdisé. Que j'aime pas du tout. Je trouve que ça fonctionne pas du tout, mais vraiment, c'est vraiment de l'ordre du détail, quoi. Ouais, Voilà. en mode metal, death metal, tu vois, groupe de Ouais, death. j'arrive même pas à le définir en fait. Il y a un côté, Ouais. il y a un côté SF un peu Mobius d'ailleurs là-dessus, voire même métal hurlant, ce genre d'inspiration. Et effectivement, c'est vraiment le seul point. Enfin, je vais chipoter parce que même le fléau finalement. J'arrive très bien à me le représenter. Je vais rebondir sur ce que tu dis sur les points, les peu de points faibles que j'ai trouvés sur le dessin. Sur la fin du tome, je trouve que les visages de personnes connues comme Leia, Lando, Oui, c'est vrai. j'essaie de les retrouver, les planches là. C'est un peu plus rushé. Ouais, un peu plus rushé, ouais. Elles sont moins ressemblantes, on va dire que. Je suis assez d'accord. Peut-être que sur la fin, il était un peu pris par le temps, mais après, en plus, c'est quand même pas sur beaucoup de planches, puisque ça se passe à la fin, et puis c'est quasiment des personnages tertiaires. Leia, à ce moment-là, alors je sais pas si on le verra. Ah ouais, voilà, exactement, c'est cette planche-là. J'essaye de le montrer. C'est quasiment les dernières pages, Jean, si tu cherches. Ok. Ah ouais, dans les 3 dernières pages. Voilà, donc voilà, c'est cette planche-là pour ceux qui ont l'image. Mais vraiment, hein, j'insiste, on est vraiment sur du chipotage parce que le reste est vraiment carré. Et que ce soit d'ailleurs tous les droïdes, parce que c'est les personnages principaux. Oui. Alors, il y a quelques droïdes qu'on ne connaît pas, qui sont jamais apparus dans les films, mais la majorité, ce sont des droïdes qu'on a vus dans les films et sont fidèlement reproduits dans les détails. Les vaisseaux, c'est pareil, les couloirs, c'est pareil. Quand c'est l'Alliance Rebelle, moi, j'ai aucun mal à me repérer. On capte tout de suite qu'on est dans un vaisseau de l'Alliance ou quand on est dans un vaisseau de l'Empire. Ouais, voilà. En plus, oui, il y a cette colorisation avec les yeux qui apparaissent en brillant violet et ça fonctionne du feu de Dieu. Quoi. Ouais. Encore une fois, le côté horreur C'est le côté horreur. Ouais. Mais, les Tommy Knockers, pour ceux qui ont la ref, ça me fait penser un peu aux Tommy Knockers. Ouais. Moi, je pensais aussi aux Body Snatchers, mais c'est un peu différent, hein, les Body Snatchers. Oui, c'est un peu différent. Comme ça. Et je voulais te demander aussi, un autre point aussi qui m'a un peu déçu, c'est, je vais essayer de le trouver là, c'est le design de Ajax Sigma en fait. C'est un personnage relativement intéressant hein, dans son background. C'est son côté guerrier en version. Oui, on peut penser à Gladiator. Tu es un lecteur de Marvel, tu connais sûrement Gladiator. Oui, bien sûr, parce que oui, bien sûr. De la garde Shi'ar. Voilà, exactement, sa crête là. Donc, pourquoi pas ça faisait un peu tâche dans le truc, mais franchement, j'arrive à me le représenter en vrai. Alors, il dénote par rapport aux autres, hein, d'autant que les couleurs, c'est peut-être les couleurs qui sont mal choisies. C'est un mélange de blanc, de bleu et de jaune. C'est un peu étrange. Mais je n'ai pas de problème. D'autant que c'est une armure qu'il porte, puisqu'on le voit à un moment donné nu, entre guillemets, avant dans le tome, où il a un design qui est pas trop loin du C3PO de l'épisode 1, quand il n'a pas encore sa carcasse métallique. Donc franchement, ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué. Non, ok. Voilà. D'autant quand il est en prêtre, je trouve que ça fonctionne bien.
Non. Alors, au début, quand on arrive sur ce culte, j'ai eu un problème. Je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, ça fonctionne pas du tout» et après j'ai réfléchi et ceux qui ont l'image voient mon pseudo et j'ai mis un petit indice, parce qu'un culte droïde dans Star Wars, ouais, c'est un peu chelou. Sauf qu'on nous dépeint quand même les droïdes avec une pensée, presque, bon, ils ont des émotions, parfois des états d'âme et C3PO a fait souvent appel à ce fameux «Loué soit le grand concepteur», Mmh. qui indique et souvenez-vous de cet épisode spécial sur C3PO, de l'époque de l'épisode 7 qui était sorti en comics, là où on apprend comment il a le bras rouge. Les droïdes ont une croyance envers ce fameux grand concepteur. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un droïde? Est-ce que c'est une représentation de l'humain qui les a créés? On ne sait pas du tout. Mais effectivement, ils ont une croyance. Et donc, s'ils ont une croyance, pourquoi pas avoir un culte? Ouais, les Et morts donc, qui sont self-conscious, comme c'est le cas pour Sigma, même exactement. R2, alors on pourrait se dire Et qu'il bien est sûr, vraiment... R2 et C3PO, il a des états d'âme. Enfin, et c'est pas les seuls. Si on prend L3 dans Solo, Mhm. c'est Complètement. quand même une figure assez forte dans les droïdes. Et donc, je trouve que là où ça m'avait embêté au premier abord, avec un petit peu de réflexion derrière et en tissant les liens qui avaient déjà été établis dans la saga, ben, ça fonctionne finalement. Mhm. Oui, complètement. Complètement. Donc Effectivement. voilà. Pour ceux peut-être, alors peut-être que ma réflexion parlera à ceux qui ont un problème avec ça. Et si vous arrivez à vous dire que s'il y a un grand concepteur, il peut y avoir un culte pour les droïdes, ben ça fonctionne. Même si moi, quand C3PO mentionne le créateur dans les films, je Ouais. pensais toujours que c'était genre c'était l'entreprise qu'ils avaient créée, tu vois. Oui, parce que c'est forcément ce qu'on pense nous en tant qu'humains, mais visiblement pour eux, et ça, là je fais encore une fois le lien avec ce mini-comics de l'épisode 7, il y a autre chose derrière. Alors je ne sais plus si c'était Charles Soule qui avait écrit déjà ce comics dans l'épisode 7, auquel cas il y a peut-être un fil rouge, une continuité dans ce qu'il voulait raconter, mais moi voilà, moi j'ai tissé les liens comme ça, et pour le coup, cet agacement c'est totalement envolé. Ouais, Donc, voilà. tout Mais va c'est sûr que c'est pas une histoire qui plaira à tout le monde, hein. Ça risque de choquer certains Oui, bien sûr. vraiment fans de ce que doit être Star Wars, voilà. Mais si on arrive à faire outre de ça et à penser à ce genre d'histoire, moi je pensais notamment dans le manga, c'était quoi, Legends of Luke Skywalker là, qui est adapté Oui. en manga, c'est le roman. Il y en avait un qui Oui, s'appelait oui. iDroid justement qui voit un droïde prendre conscience de lui-même et s'élever à la manière de. Ah bah Ça voilà. changeait un petit peu le aérobot de Asimov justement. Donc, tu avais ce genre de réflexion déjà disséminée ça et là dans Star Wars. Donc donc, on est dans une certaine continuité. Complètement. Ouais. Exactement. Voilà. Et après, pareil pour le fléau, je le trouve vraiment bien amené. Je trouve que les 2 premiers épisodes prennent vraiment leur temps de nous expliquer, et c'est peut-être ça mon problème avec cette mini-série, c'est que ça prend son temps et j'aurais bien aimé peut-être en lire un peu plus, étrangement, et je trouve qu'effectivement sur la fin ça rush à mort, en tout cas pour la mini, hein, Oui. parce qu'effectivement elle appelle la lecture des tie-in probablement, même si je suis pas sûr qu'on apprenne plus de choses sur le fléau. Ouais, ce serait la grande déception de ce tome-là et du crossover en général, c'est que ça finit très vite. Oui, Donc là, alors dans ce par tome-là, contre, mais finalement la fin m'a pas ni choqué ni déçu. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, il est en train de prendre le contrôle des organiques et puis il se fait transpercer dans le dos, et je trouve que ça nous prend un peu au dépourvu, mais dans le bon sens du terme. Là où on pourrait penser que c'est une fin un peu what the fuck, etc., mais finalement je la trouve assez logique, parce que ça reste qu'un droïde, et un droïde ça se détruit quand même assez facilement. Là où effectivement pour tuer un Sith de cette façon-là, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué par exemple. Et donc même un Jedi, hein. Ouais, je me rappelle un Jedi, encore bien sûr. Dara, les critiques d'Indara, qu'elle soit morte aussi facilement, ça je tiens Par encore exemple. parler avec quelqu'un. Par exemple. Effectivement, Mais pour un droïde, je trouve que ça fonctionne. Moi, je vois pas de problématique. En plus, il est vraiment tellement content d'avoir accompli
ce qu'il cherche depuis 3 épisodes, qu'effectivement, il fait abstraction de tout le reste. Et on évite l'écueil du grand méchant qui se retournerait en lui disant « Ah ben non, tu crois quand même pas que tu vas m'avoir comme ça parce que je suis le grand méchant, etc. » Et je trouve que ça fonctionne. C'est vrai, ça. En sachant quand même que, pareil, hein, il y a une ouverture sur la suite, sur une hypothétique suite, puisque il y a quelque chose qui survit quand même. Oui, voilà, parce que c'est ça qui m'embête, moi, c'est que c'est l'aftermath de cet événement a touché tellement énormément de gens, on le rappelle, hein, des milliers de personnes mutilées, et ça, j'aurais voulu avoir plus de background sur comment ils vont gérer la crise. Par exemple, les rebelles vont essayer de recueillir le maximum de gens sur cette planète. Qu'est-ce qui va se passer? La flotte rebelle n'a pas le temps, clairement, vu ce qui se passe dans l'épisode 6 de Ah bah non. mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces gens-là? Enfin, moi, j'aurais bien voulu avoir une suite à ça, et je t'avoue que dans les tomes d'après, c'est pas vraiment développé. Donc, tu te dis, c'était vraiment là pour boucher les trous. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Hein, ça ressemble, tout ça pour finalement arriver sur un autre petit crossover qui sera Schisme, et que vraiment, je vous conseille pas du tout. Parce que, voilà, qui est pas sorti en français encore, hein, c'est que de la VO. Et c'est vrai que s'il y avait eu, on aurait pu imaginer que l'Empire aurait voulu passer ça sous silence, essayer d'effacer un peu les traces, parce que tu comprends, ils se sont quand même fait prendre au dépourvu, ça met un petit coup de canif dans leur grandeur. Ils ont perdu un destroyer stellaire, des droïdes qui ont fait des expériences avec leur... donc on aurait pu imaginer qu'il aurait fallu gérer les conséquences de ça, et pourquoi pas, ça aurait pu avoir un intérêt. Alors je vois pas trop comment Vador aurait pu s'articuler autour de ça, évidemment, hein. Ça aurait plutôt le rôle du BSI, mais ça aurait pu être vraiment intéressant. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sinon? Ouais, j'allais dire qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, parce que finalement, il se passe pas tant de choses que ça. Ah, si, moi je voudrais bien qu'on parle de la partie Vador, parce que là j'ai adoré. Parce que je dis souvent que Vador, c'est dans les comics le personnage qu'on met à l'amende et qu'on rabaisse, qu'on humanise un peu trop. Et là, donc il est pris en fait, quand les droïdes de son château sont pris sont pris dans l'esprit de ruche du fléau, Vador va être attaqué quand il est dans son caisson de régénération. Il va être sorti par des Dark Troopers, et Ajax veut le récupérer, puisque il est comment dire, un personnage puissant qui maîtrise la force et qui en plus a des parties cybernétiques en lui. Et donc il est vraiment pris au dépourvu, hein, puisqu'il n'a pas ses bras, il n'a pas ses jambes, il n'a pas son armure, et il va quand même réussir à se défendre tout seul comme un grand. Pourquoi? Parce que c'est Dark Vador, parce que même blessé, même au fond du trou, il va pouvoir puiser en lui les ressources pour se sauver de la situation, et il va réussir à s'en sortir. Alors, on n'a pas la suite, je pense que la suite, on la voit dans son volume à lui, Oui, mais j'adore cette partie-là, je la trouve... Il est vraiment intraitable et puissant, et c'est ça que j'ai envie de voir, en fait, quand on voit Dark Vador, quoi. Oui, complètement. Oui, surtout qu'il a été bien malmené dans les 2 crossovers précédents. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, il va être malmené dans Schisme aussi, donc profitez de ce petit moment d'accalmie qui fait du bien. Et l'autre partie que j'ai beaucoup appréciée, c'est la partie du Conseil impérial. J'aime bien qu'on voit un petit peu ces rouages où Maz Amedda convoque alors des dignitaires, on ne sait pas trop qui sont. Il y a des officiers, puis il y a des officiers qui ont des tenues un petit peu différentes, qui ont l'air d'être peut-être des ministres ou je ne sais pas trop. Et j'adore ce petit côté, les rouages vus de l'intérieur. Alors c'est à petite échelle évidemment, hein, mais je trouve que ça fonctionne bien, et ça rajoute un côté très réaliste à la situation, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement il y aurait un conseil d'urgence en cas de problème galactique, quoi. Ce qui amènera, comme tu le disais tout à l'heure, Jean, après à la purge des droïdes, même des droïdes innocents qui ne comprennent pas, et ça c'est très intelligent aussi, qui ne comprennent pas pourquoi leurs maîtres les trahissent et les détruisent. Ouais, c'est une page assez tragique, hein, qui nous fait penser à tous les œuvres de cyberpunk, de SF, où tu vois des droïdes détruits pour des raisons qui sont juste la peur de l'autre, en fait, la peur de la différence.
C'est des Et puis, thématiques universelles qui marchent toujours, quoi. et il y a la grande différence de nous, derrière l'écran, qui avons compris que ces robots ont une âme, une conscience, etc. Les impériaux, et par extension, beaucoup de personnes dans la galaxie, eux n'en ont pas conscience ou s'en fichent complètement. Et pour eux, ce ne sont que des machines dont on peut faire ce qu'on veut un peu. Ça me fait penser un petit peu à cette loi qu'on avait en France pendant très longtemps, qui a été abrogée il y a quelques années, où les animaux étaient considérés comme des meubles. Ah, ok. Ouais, et ça a été changé il y a quelques années. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose parce que voilà, moi j'y vois un peu une allégorie de ça. Alors évidemment, c'est pas tout à fait, hein, parce que Charles Soule n'est pas français, donc il n'a pas pu se reporter à ça, mais chez nous, on avait bien des animaux, des êtres vivants dotés de conscience qui étaient considérés comme des meubles, ce qui fait que dans certains cas, et même parfois dans certains procès, il n'y avait aucune prise en compte de l'animal, de la souffrance de l'animal, etc. On les considérait pas. Et je retrouve un petit peu ça dans le traitement des droïdes. Et les droïdes sont un peu les pets les Mais animaux de l'univers, quoi. Complètement, quoi. Un mix entre un majordome et un animal de compagnie, quoi. Ouais, c'est complètement, très ouais. bizarre. Ouais. Non, c'est très bien fait, hein, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Et moi, le point que je voulais aborder, c'était le conseil, le fameux conseil d'administration du Fléau. Donc, tu le disais tout à l'heure. Donc, à un moment donné, donc si j'ai bien compris, hein, et là tu me corrigeras si je dis des bêtises. À un moment donné, sans explication plus que ça, ouais. Le Fléau va scinder son esprit en 5 personnages qui sont chacun censés incarner divers aspects de la personnalité, visiblement. Il y a un enfant droïde qui incarne la peur, un vieux qui incarnerait plutôt, je pense, la sagesse. Ouais, la sagesse, et puis les 2 autres, je sais pas trop. Le penchant warrior, c'est peut-être le penchant guerrier. Oui, il y a un guerrier. Ouais, scientifique, voilà. Le penchant scientifique. Il y a un guerrier, peut-être un scientifique, et donc effectivement, il se parle à lui-même, parce qu'on s'est bien expliqué que c'est des parties de sa conscience, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la motivation, je la cherche encore. Pourquoi il fait ça? Alors moi, je me demandais, est-ce que le fait il a tellement de droïdes sous cette même conscience que c'est trop pour lui, donc il scène sa conscience en différentes parties. Alors oui, parce qu'il en parle d'ailleurs, je ne sais plus si c'est avant ou après ce conseil, il dit, on a l'impression, si c'est pendant le conseil d'ailleurs, on a l'impression qu'il est en train de péter les plombs, parce qu'il a trop d'informations à gérer, parce qu'effectivement, il explique, je vois, j'entends et je lis tout ce que ces droïdes voient, entendent et lisent, donc ça fait un peu beaucoup à gérer. Ok. Donc ça pourrait être l'explication sur le pourquoi il scinde cette conscience. Il y aura peut-être un effet aussi. Moi, j'ai pensé à Voldemort de suite, quand il sépare son âme. Oui. Je me dis, allez, si jamais un d'entre eux meurt, il a toujours sa conscience principale qui est toujours vivante. Ouais, par contre, mais alors, moi, je vais aller un peu plus loin et je vais faire un parallèle avec Ultron. Ultron dans les comics, donc chez Marvel, ennemi des Avengers, que vous connaissez peut-être pour le film. Ultron, c'est un personnage un peu du même style, c'est un robot avec une conscience plus ou moins humanoïde et qui en fait survit parce que, quelle que soit la façon dont il est battu, il va pouvoir se réfugier dans un objet, n'importe lequel en fait, une prise électrique, un robot, un téléphone, n'importe quoi. Et en fait, le Fléau, je le vois comme ça, et pour moi, s'il est détruit, il lui suffit de prendre un autre robot dans lequel il va continuer sa vie. En fait, c'est là où j'ai un petit peu de mal avec ce concept. D'ailleurs, quand il est détruit, l'esprit de ruche s'éteint automatiquement, c'est-à-dire vraiment instantanément partout dans la galaxie. Et finalement, je trouve ça un petit peu étrange. Bon, ça rappelle un peu le contrôle des droïdes de la Fédération du Commerce. Je ne sais pas s'il y a une volonté de Soule de faire référence à ça, mais si on réfléchit un peu plus loin, on peut imaginer que le Fléau aurait pu survivre même sans son corps prime, quoi. Voilà. Ouais, et donc, c'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment abordé. La raison de pourquoi il a ce conseil-là, comment il a créé et dans quel but, quoi. C'est la motivation qui manque, et puis après il va les détruire
Et là aussi, moi, il me manque Ils la en détruisent motivation. un, je crois. Je crois qu'on en détruit, on en voit un détruit et Bah, à la base, je crois qu'il détruit le vieux, mais après, on le voilà. voit, le vieux, il est là. Oui, et après, oui, c'est ça. Il y a peut-être Et donc là, moi, il y a vraiment sur ces pages-là, je les ai relues plusieurs fois et j'ai pas. Bon, après, je me suis pas attardé, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Et puis après, le récit continue et puis on fait abstraction. Mais ça, c'est vrai que la partie-là, elle est un petit peu confuse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pareil, hein, j'aurais pas plus d'explications que ça à Voilà. t'apporter. Je suis aussi confus que toi. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais... Et d'ailleurs, de toute façon, ça nous empêche pas de comprendre en gros la fin de ce qui se passe. Non, donc, voilà. Ça permet de. Voilà, après, j'aime beaucoup dans cette partie-là, quand tu vois ce conseil justement, où il a une espèce de design, elle a vraiment dieu indien là, avec ses 1000 mains. Oui, là, un peu Vishnu là, avec les mains aliens et humaines qui s'est greffé dans le dos. Ouais, c'est assez trash, mais c'est marrant. C'est très on trash. pourrait se dire voilà, ça, je me demandais justement, est-ce que Loïc il va s'imaginer ça dans Star Wars, il va commettre. Ouais, ben alors peut-être moins le morceau là. Hein. Le design du robot, ça va, mais quand il met les mains, bon, je t'avoue que je me suis pas posé la question, tout simplement, parce que je pense que j'étais déjà rentré dans le récit, donc j'ai dû faire abstraction. Mais c'est vrai que ce design-là, comme le design du Star Destroyer, ça reste un peu compliqué. Surtout qu'on voit des. Enfin, je sais pas si j'ai la page, il faudrait que je vous la retrouve, mais on voit des espèces d'unités R2 greffées avec des jambes et des bras. Tu vois des mouse droïdes avec des bras. Ouais. Tu vois sur la. Ah non, c'est peut-être pas dans ce tome-là, je confonds avec les autres tomes de Star Wars. Non, on voit un astromech avec 2 bras humains et il avance un peu à la façon Frankenstein. Ça fait les bras sont tendus devant lui et puis les mains qui avancent comme ça. Ça fait froid dans le dos quand tu vois ça, tu dis ah ouais, on est arrivé jusque là dans Star Wars, c'est quand même. Moi j'adore le côté horreur, c'est du comics horrifique dans Star Wars, on en a trop rarement. C'est vrai que et tu vois, je pense que j'étais dans le récit parce que pour certains points, alors c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, j'ai tiqué un peu et je me suis dit ouh ça peut peut-être en faire un peu beaucoup, mais ça fait 2 ou 3 cases dans tout le volume, donc on fait abstraction. Les autres tentatives de greffe d'humains mélangés avec des robots, ça fonctionne bien. Ah oui, sauf cet astromech avec 2 bras et 2 jambes humaines qui est vraiment dérangeant. Je crois que c'est celui qui me dérange le plus. Hein. Ouais, dans ce tome-là, il y a ça. Ouais. Il y a dans les autres tomes, après, dans B-Squad, dans les tomes Dark Droid de Star Wars et Vader, tu vois aussi des mouse droïdes avec des bras qui sortent du mouse droid. C'est assez trashouille, mais ça fait partie du ton de ce crossover-là. Et je trouve ça bien. Ça fait un petit côté Famille Adams où on imagine la chose qui peut aller se mettre un peu n'importe où. Ah ben c'est sorti l'année dernière, en fin d'année dernière, pour le Halloween de l'année dernière, c'était parfait. Quoi. Donc, parfait. Ensuite, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Moi, non, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, c'était plus des easter eggs en fait. J'ai lu que le concept de Scourge, là, enfin, du fléau. Alors, ah oui, attends, avant ça, je voulais souligner la justeté, la justesse de Soul et de Mark Guggenheim aussi, qui est un autre scénariste de D-Squad, justement, qui ont amené ce crossover, mais bien en avance, en fait. Ça, j'ai beaucoup aimé. Si tu lis la série Han Solo et Chewbacca, justement, de Mark Guggenheim, tu as déjà des petites bribes de comment Ajax en est arrivé là, et comme Soul l'a fait dans les crossovers précédents, il a mis des petites graines, et ça j'aime beaucoup. Oui, mais d'ailleurs Ajax, on le voyait on l'a vu avant aussi dans une autre série. On l'a vu c'était le Révélation, si j'ai pas de conneries. Ah, c'est possible. Je sais plus, oui, mais on le voyait avant. Ouais. On l'a vu avant. On peut même pas se dire que c'est fait pour boucher les trous. Puisqu'ils ont posé quand même des graines. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu de les utiliser à ce moment-là? Ça, c'est la question. Ça, je sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est pas déconnant de voir ces deux personnages ressurgir là, le Fléau et Sigma, je pense. Justement, ces deux auteurs ont réussi à amener leur barque relativement logiquement, je trouve. Donc, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, Jean, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure pour War of the Bounty, enfin, pour Crimson Reign et Hidden Empire, on pourrait très bien imaginer ce comics qui se serait passé peut-être après la bataille de Jakku, en profitant justement de cette galaxie en reconstruction pour que le Fléau essaye d'en prendre le contrôle. Ça aurait pu être vraiment intéressant. Quoi. Complètement. Là, tu vois, on parlera des notes plus tard, mais déjà,
ça aurait été un truc post-épisode 7, ça aurait pris 2 points de plus, rien que Ouais. pour la temporalité. C'est vrai que la temporalité, ça me gêne vraiment, hein, que ça se passe entre 7 Oui, et mais 6. je suis d'accord. Je suis Dommage, d'accord. quoi. Ouais. Non, je voulais après rebondir vite fait sur le concept du fléau, de Scourge. Donc ouais, j'avais lu qu'en fait, donc, le personnage apparaît pour la première fois dans ce numéro one shot. Ah pardon, c'était Scourge qui apparaissait dans la Révélation. C'était pas Ajax, pardon. Ah, Mais, oui, mais en ça fait, veut dire que c'était quand même prévu. oui, voilà, c'était lié. Les deux personnages sont liés, donc effectivement, il y a des liens. Et, en fait, des fans ont remarqué la ressemblance entre le design du fléau et le design de pré-production de Grievous de l'épisode 3. Alors, je vais te montrer l'image. Ah oui, tout à fait. Je l'ai Mais là. oui. Oui, je vois quel concept art ça fait. Oui, bien sûr, mais exactement. Voilà. Alors Je l'avais les auteurs n'ont pas fait de déclaration sur oui, on s'est inspiré du. Mais Ben, ça a l'air. clairement. Quelque Tout chose. tout comme l'archiviste était inspiré d'un concept de Dark Maul, d'ailleurs. Exactement. Je ne sais plus si c'était toi ou Francis qui avait mentionné, mais je ne savais pas du tout. Non, c'était Francis, parce que moi, j'ai pas participé aux émissions Ah oui, dessus. Mais, je mais savais moi, pas que. quand je l'avais vu dans les comics, j'avais fait le lien parce que j'épluche les art-of depuis qu'ils sont sortis. Effectivement. Et donc, il y a des designs que je reconnais. Mais tu vois, celui-ci, effectivement, ne m'avait pas du tout parlé. Mais clairement, c'est le même personnage. Tu vois, hein, même surtout au niveau du casque, au niveau des yeux. là, Ouais, carrément. quelque Mais chose la qui- forme, même la forme, les épaules, c'est Ouais. exactement ça. Ouais, Et ce côté avec les pics, là, Mhm. oui, On va franchement. tester un Grievous comme ça aussi. Ouais, je sais pas. Non, j'aime bien le design de Grievous en plus. J'aime beaucoup aussi. Peut-être que c'est pas Charles Soule ni Mark Guggenheim qui sont à l'origine, mais que c'est Lucross, justement. Peut-être, mais complètement. Parce qu'on sait que dans les comics, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, le scénariste écrit grosso modo le scénario et ce qui se passe sur les pages du comics, page après page. Alors, il y a des auteurs qui sont très détaillants, c'est-à-dire qu'ils vont dire là, dans cette partie du comics, le personnage doit faire ci, le personnage doit faire ça, on doit voir tel autre groupe de personnages, etc. Mais il y a des auteurs qui laissent la liberté également pour les dessinateurs. Et donc, le dessinateur a lui aussi le loisir, pourquoi pas, de réinterpréter ce que demande le scénariste. Et donc, peut-être que c'est une inspiration de Lucross, tout simplement. Voilà. Ouais, non, très très cool. J'aime beaucoup Mais bien joué, en tout cas, bien jouy pour le lien, effectivement. Après, il y avait une autre. Alors, c'est une des légères incohérences scénaristiques, on va dire, mais il faut vraiment aller la trouver, celle-là. C'est au début de Dark Droid, donc, on a Leia et Krix Madine qui sont déjà au courant de l'existence de la Death Star 2. Oui, ça m'a surpris. Ça m'étonne pas du tout que tu aies noté le truc. Moi, j'ai dû le dire, parce que jamais j'aurais fait le lien. Ça m'a surpris parce que je me suis dit, c'est bizarre. Mais effectivement, on apprend dans une des séries, je ne sais plus si c'est Star Wars ou Vador, que les rebelles sont courants, mais il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Là, moi, j'avais l'info, c'était dans le roman Moving Target. C'est un petit roman sur Leia qui était sorti en tout début de rachat, la fin de Disney Marvel, qui se passe après Dark Droid. Et on voit déjà, en fait, dans le roman, on voit comment la rébellion apprend l'existence de la Death Star. Donc, il y a un petit problème de continuité, on va dire. C'était le Wayet Ouais, le Wayet. Ouais, avec les couvertures noires et blanches. Eh ben, c'est voilà, ça. Non, pas noir et blanche, noir et rouge. Noir et rouge. Oui, qui était sorti chez Pocket Jeunesse à l'époque. PKJ. Oui, PKJ, ça s'appelait à l'époque. Oui, je me souviens, j'avais bien aimé en plus. Donc, effectivement, voilà, c'est ça. Et donc, mais je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression, mais bon, je me suis dit, pareil, j'ai réussi à faire abstraction et à me dire, ok, comme il y a quand même une incertitude, on peut très bien commencer cette histoire après quelque chose qui a déjà été raconté ou finalement qui va être raconté bientôt en disant, de toute façon, on a pris un peu d'avance et ça se passe après, donc c'est assez courant dans les comics aussi, donc ça m'a pas trop choqué. Ah non, complètement. Moi, ça m'a pas du tout choqué. D'ailleurs, je m'étais même pas rendu compte du truc, donc non. Ah, j'ai tiqué. Ouais, t'as quand même tiqué. On voit les vrais. Est-ce que tu avais noté la mention d'un certain Fizengor? Il y a un gars qui Oui, alors je me suis dit qu'il y avait une ref, mais je l'avais pas. Voilà, en fait, c'est pas vraiment une ref, parce que c'est un personnage vraiment secondaire du roman Last Shot. Last Shot, oh là, oui, ok.
En français, je sais plus. Est-ce que tu as la traduction de la chose donc c'était Lando Solo? Je sais plus. Si, c'était celui avec les 3 temporalités, là. Ah ouais, Non, de pas Daniel Daniel Roseholder, Roseholder. Si, c'est Daniel Roseholder. ouais, c'était lui, ouais. Ok. Ouais. Bon, en tout Je cas, sais plus comment il l'avait traduit en français. ça présentait déjà ce personnage de Fisengor, là, qui est un étudiant en médecine qui était intéressé par la fusion justement entre droïdes et organiques. Donc c'est cool. Je trouve ça super cool que Soul vienne reprendre ce détail d'un roman carrément. anecdotique, le mettre là-dedans, tu sais, parce que non, c'est vraiment cool. Ça, tu vois, j'aime beaucoup ce travail d'archéologue là, qui font alors, les autres. est-ce que c'est Charles Soule ou est-ce que c'est le Story Group qui a servi à quelque chose en lui disant écoute, dans une histoire un peu obscure, on en avait parlé, donc si tu veux, tu peux y faire. Le scénariste d'un comic, c'est un peu le réal du film, tu vois. Enfin, c'est tous les crédits ou tous les critiques. Oui, c'est vrai. Au directeur, alors que j'ai jamais tout seul. Il prend tout dans la gueule ou il prend tous les lauriers. Voilà. Donc là, je sais pas si c'est Soul exactement, mais bon, mais c'est vrai. Je trouve ça cool d'avoir cette mention. C'est juste. Ouais. Voilà. Et enfin, le dernier petit détail, c'était vraiment Alors, je te conseille, si c'est pas déjà fait, de lire le comics, le tie-in, dit Squad. Oui, c'est Squad. Voilà, parce que vraiment. Donné envie. Ouais. Et je trouve que justement, ce qui se passe à R2 après, qu'on l'ait vu en début de Dark Droid, et à la fin, on le revoit revenir avec sa Disquad à Ajax et puis botter le cul. Ce qui se passe à entre, c'est quand même intéressant, je trouve, c'est vraiment sympa. Donc je vous conseille de lire ce petit tie-in, c'est 4 numéros, ça se lit très très vite. Hein. C'est R2 en rôle principal, donc niveau dialogue, vous imaginez. C'est accessible même en VO, quoi. Ouais, voilà. Alors peut-être les dessins, c'est pas du Lucross, c'est pas le même ton, donc ça peut être un peu plus gênant pour... Un peu plus cartoony. Un peu plus cartoony, voilà, exactement. Mais la lecture est très agréable et moi je vous la conseille. Et ça, que ça soit avant ou après, tu vois, là j'avais relu Dark Droid pour faire l'émission avec toi, qui n'a pas pu se faire, du coup j'ai fait Disquad après, et là j'ai relu Dark Droid après, que tu lises Disquad avant ou après, franchement, faut lire ensemble en fait. Faut lire ensemble. Et puis, ouais, c'est vraiment le tie-in, la définition d'un tie-in, c'est vraiment ça. C'est super. D'ailleurs, je me demande s'il n'aurait pas été intéressant de les intercaler en fait, en un seul volume. Ça aurait peut-être été. Je disais dans l'émission avec Francis, mais le plot en vrai de Disquad est tellement minime que techniquement, tu aurais pu résumer en un numéro et le mettre dans ce tome-là. Oui, c'est vrai. Après, ils ont étalé ça. Bon, après, ils ont bien étalé. Je trouve que pour une fois, ils ont bien fait le taf. Guggenheim, c'est quand même un bon scénariste. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pu être compilé avec celui-là. Mais bon, il fallait faire plus d'argent, tu comprends, acheter 2 tomes. Voilà. Après, tout ce qui est Dark Droid sur les différentes séries, la Star Wars, Bounty et Vador, on va les faire un par un. Ils sont pas tous indispensables, je vous dirais. Écoutez les émissions, vous verrez. Là, on va faire Star Wars bientôt avec Francis. Là. Et voilà. Mais ils sont. Ouais, je vais les écouter parce que ceux-là, j'ai pas prévu du tout de les lire. Hein. Ouais, ils sont peut-être moins indispensables. Ouais, mais... Voilà. Si tu avais une note et une conclusion à donner. Oui, alors en conclusion. Vraiment, alors vous savez, si vous nous suivez sur les émissions de littérature, vous savez que j'ai, et je l'ai redit en début d'émission d'ailleurs, que j'ai lâché les comics Star Wars, en tout cas les séries régulières, quasiment dès le début de la deuxième, de cette entre 5-6. Donc, pour que je revienne à alors, je remercie Panini, parce que donc, je n'ai pas acheté ce tome, c'est Panini qui me l'a envoyé. Donc, voilà. Mais malgré tout, donc moi j'étais vraiment au démarrage. Quand la série a été annoncée, quand j'ai vu ce que ça annonçait, et quand j'ai feuilleté le premier numéro de la VO, je me suis mis je me suis facepalmé. Je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Non, mais oui, je me rappelle complètement. Ah ouais, non, mais j'étais vraiment en colère. Et puis, la mini-série terminée, je suis allé lire la VO dans un premier temps. Je suis allé refeuilleter la VO et je me suis mis à lire. Peut-être, ouais, ça doit être à la fin du premier épisode, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas ce que je pensais que ce serait et que j'imaginais. Donc, vraiment, moi, j'ai apprécié la lecture de ce volume. Et pour quelqu'un qui n'a pas acheté de comics Star Wars, en tout cas sur les séries régulières et les crossovers, depuis War of the Bounty Hunter, vraiment, je vous conseille l'achat. Alors oui, ça ne révolutionnera pas votre connaissance de l'univers. Oui, ça reste anecdotique, mais il y a vraiment
plein de belles idées à l'intérieur. Alors évidemment, si vous êtes pas du tout côté horreur, etc., bah, passez votre chemin, hein. Mais si vous avez envie d'aller un petit peu dans quelque chose de différent, si vous avez envie de voir de l'horreur dans Star Wars réussi, coucou Ahsoka, saison 2, je te fais un petit clin d'œil, épisode 7 et 8, et ben, lisez ce volume et vraiment, et venez en discuter avec nous d'ailleurs, hein, venez sur notre Discord, venez sur les réseaux, venez échanger avec nous et dites-nous si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, dites-nous pourquoi vous n'avez pas aimé. Parce que là, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je suis rentré dans l'histoire, vraiment. J'ai réussi à dépasser mon ressentiment déjà à la base et mon impression initiale pour découvrir une histoire que j'ai trouvée vraiment sympathique et extrêmement bien dessinée. Et voilà, moi, je conseillerais l'achat et je lui mettrais, j'hésite, mais je pense que je partirais sur un 14. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ah, venant de toi, Loïc, ouais, non, ça me... Ouais, bah, vous savez que je suis dur en notation, donc Oui, t'es connu pour être très dur en notation. Bah écoute, je vais te rejoindre aussi, hein. Moi, pas pareil, hein, j'avais dit avec Francis déjà, la lecture en numéro m'avait perdu, surtout quand on sortait de 3 ans de crossover, et là ça continuait, et je voulais pas, tu vois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la quête de Luke entre 5 et 6, et c'est tout, quoi, limite. Et là, je suis d'accord. Et c'est con, parce qu'il y avait des petits arcs, justement, entre ces crossovers qui étaient vachement intéressants sur chacun des personnages, mais de façon indépendante. Là, il le rebelote, encore un 4e crossover, je sais pas, non. Donc la lecture en floppy, quoi, de l'époque, ça m'a un peu fait peur au début. Et là, en me replongeant dedans pour préparer les émissions, en relisant les 100%, ça m'a beaucoup plu, enfin, ça m'a beaucoup mieux plu qu'à l'époque. Donc ouais, moi je conseillerais comme toi cette lecture, même si je sens que beaucoup vont sortir du délire, parce que c'est vraiment un délire quand même. Ouais. C'est vraiment un délire, mais il faut dire que le dessin de Ross, il magnifie tellement le truc que ça aide vraiment à faire passer et puis je pense que tu vois, sans un dessin comme ça, je pense pas que mais là tu disais un truc, je me permets de rebondir parce que je pense qu'il y a de ça aussi qui me l'a fait apprécier. Étant donné que je viens de manière beaucoup plus sporadique sur les comics Star Wars, par conséquent, je choisis mes lectures et ça fait que peut-être j'ai plus la fatigue que je pouvais avoir quand je lisais les séries et que c'était de la souffrance tome après tome, quoi. Là, tu disais, voilà, quand tu l'as lu en single, on sortait des 3 premiers crossovers, t'en pouvais plus. Ben, effectivement, j'ai pas du tout la même lecture que toi, puisque j'ai cette pause où les seules choses dans Star Wars que j'ai lues récemment, c'est Yoda, Obi-Wan, et ces 2 mini-séries sur des personnages, voilà. Et 2 bonnes mini-séries, que j'ai appréciées toutes les 2. Donc, et je me dis, des fois, est-ce qu'il faudrait être un peu plus sélectif, peut-être lâcher les séries régulières et puis voir, voilà. Donc, je mise beaucoup. C'est ça. Je mise beaucoup sur la mini-série de Jakku. Oui, pareil. Pour faire un pont intéressant. Et si, franchement, au moins, c'est de la qualité de ce que j'ai lu là, je serais déjà content. Et si c'est encore mieux, je serais encore plus content. Ouais. Mais pardon, je t'ai coupé. Non, mais tu as complètement raison. En fait, tu as réussi à sevrer de mauvaises séries Star Wars pendant un moment, et du coup, ça t'a aidé à plus accrocher à cette histoire. Alors, je les feuillette toujours. Hein. Je lis. Du coup, je lis pas l'histoire en entier parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais je les feuillette pour voir mois après mois ce qui se passe. Ouais, carrément. Carrément. Non, écoute, moi, je vais te rejoindre. Moi, j'avais mis alors, c'est toujours pareil. J'arrive à faire, outre du fait que ça se passe entre 5 et 6, sinon je mettrais qu'un petit 12, tu vois. Mais là, le fait que, voilà, c'est quand même une histoire vachement intéressante. Moi, j'avais laissé un 15, un bon 15 sur bien. Ouais, tu vois, j'ai quand même bien aimé. Je suis presque aussi généreux que toi, dis donc. Ouais, carrément. Non, mais après, tu vois, on n'a pas tout à fait le même barème, tu nous connais. Donc, 15 sur 20, ça reste bien, quoi. Et petit point, donc le Spark Eternal a été traduit par l'étincelle éternelle, tout simplement. Très très bien. Et là, j'ai les couvertures, là, on a complètement... on n'a pas parlé des couvertures. Très 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 bonnes les couvertures. Ouais, t'as bien aimé. Attends. Hop, tac. Si tu veux les afficher pour ceux qui ont le... Alors ça, c'est les variantes. Attends, je vais essayer de récupérer. Ouais, c'est les variantes.
Toi, tu parlais des régulières, on va Des dire. régulières, ouais. Alors, elles sont pas à la fin, normalement. Et non, malheureusement, il va falloir que j'aille numéro. Chaque épisode. Là, on Peut-être retrouve, pas. là, sur celle que tu nous montres, on a vraiment ce côté culte, je trouve. Un peu l'espèce de dieu descendu sur Terre. Ouais, complètement. Moi, j'ai bien aimé le fait que, alors bon, malheureusement, j'ai le tome en PDF, là, du coup, ça va pas le faire. Mais j'ai bien aimé le fait que la première, je sais plus si c'est, t'as Vador sur une couverture, t'as les Bounty Hunters sur l'autre. Oui. Puis t'as un mix de tout à la fin, là, sur celle que je Oui. t'ai montrée. Donc j'aime bien ça. Bon, t'as pas Afra, malheureusement, sur sa couverture à elle, mais c'est pas grave. Donc j'aime bien ce genre de thématique, tu vois. Chaque groupe a sa confrontation contre les Dark Droids, et puis à la fin, t'as le crossover de tous. Même si je trouve que les dessins, ça fait un peu du mainstream. En fait, disons que tu ouvres le tome, tu as cette couverture-là, t'es pas surpris, quoi, parce que ça ressemble vraiment à l'intérieur, quoi. C'est pas vraiment Ouais, je suis des d'accord. dessins sublimés comme une cover pourrait sublimer les dessins, quoi. Bah, il y a la fameuse couverture avec C3PO et le Destroyer, donc celle qui nous sert d'image de couverture pour l'émission, donc qui est vraiment très sympa. Celle où Vador fait face au c'est la Vador, droïde K2, qui est vraiment sympa aussi avec ce menaçant. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir Vador contre C3PO, enfin pas contre, mais il a quand même créé C3PO, donc je trouve ça intéressant et j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé les voir. Il y avait ça dans le Légende. Hein. Sur Bespin, Vador prend les restes de C3PO dans ses mains et je trouve que ça fonctionne super bien. Et j'aurais bien aimé voir un peu quelque chose du style. Voilà. Mais avec faut dire que oui. On l'a pas mentionné, mais dans Légende, il y a eu des insurgences de droïdes. Il y a deux gros événements, un droïde Revolution et un droïde je sais pas quoi. Alors j'ai pas du tout lu. Hein. C'est vraiment. J'ai aucun souvenir de ça. Il y a une série de droïdes aussi où il y a eu une résurgence. Alors, c'est des résurgences d'AJ-88, je crois, une armée d'AJ-88 qui vont botter les culs. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y avait un délire autour d'IG-88, ça c'est sûr, dans d'autres contextes, mais j'ai pas souvenir de. Je l'ai peut-être lu, hein, mais j'ai pas. Ça me parle pas du tout. Voilà. Alors, par contre, est-ce que c'est cette couverture-là du tome 1 qu'ils ont utilisé pour le. Oui, c'est la couverture avec Luke. Voilà. Excellent. Bah, c'est la couverture VO. Hein. Voilà, oui, c'est la même. C'est la même. Alors moi j'ai un petit bémol, ok, elle est sympa et tout, mais je vais te montrer, tu as la série Star Wars qui a une couverture qui est extrêmement ressemblante. Et là en fait on a une page dans le TPB VO, là, c'est tous les tomes, de Star Wars en fait. Et, oui, effectivement. Tac. Et donc si tu zoomes un petit peu, bah, tu vois que les tomes. Là, tu as le tome 4 de Star Wars, la série Star Wars. Le tome 5. Oui, ça commence à faire beaucoup de Luke au milieu avec plein d'autres personnages menaces autour. Voilà, c'est ça. Et je vais te dire que même quand j'ai envoyé les miniatures à notre cher leader suprême, il y avait du Dark Droid de cette couverture-là. J'étais même plus sûr si c'était du Star Wars Dark Droid ou du Dark Droid. C'est vrai que la cover principale là, de Star Wars, elle est un peu trop similaire, je dirais, à la série. Sauf que peut-être que c'est volontaire. Parce qu'on part toujours du principe que ça fait beaucoup, mais c'est peut-être volontaire du cover artiste d'avoir une continuité dans les couvertures qu'il a dessinées. Je ne sais pas si c'est le même dessinateur qui a fait toutes ces covers, mais ou qu'on lui a suggéré de garder une thématique. Peut-être, oui, complètement. Ouais, complètement. Mais c'est dommage de ne pas avoir utilisé la deuxième, justement, celle de C3PO. Là, oui. Mais forcément, je pense que mettre Luke Skywalker en couverture avec un sabre jaune, ça fait plus vendre que C3PO et un Star Destroyer. Ah oui, complètement. C'est sûr. Inévitablement. Et attends, je vais te montrer aussi les quelques. Parce que je ne sais pas si dans le tome de Panini, on a ça. On a les variantes cover un petit peu. Non, elles n'y sont pas. Ah, malheureusement. Des fois, il y en a, mais là, elles n'y sont pas. Ok, c'est dommage parce que tu vois, il y en a quelques-unes de ma foi fort sympathiques. Tac. Donc, c'est que des variantes, donc tout ça. Donc, tu as des très belles compositions, là, comme ce C3PO. C3PO du plus bel effet, oui. Ouais, voilà. Tu vois, C3PO, qui est un personnage que tout le monde, que beaucoup n'aiment pas, hein, parce que voilà, un personnage assez chiant, quoi. Il parle tout le temps, il s'arrête jamais de parler. Oui, mais pourtant, il a quand même ses fans. Voilà. Mais là, le fait de l'avoir en mode dark, moi, j'ai beaucoup aimé ce C3PO là. Là, on voit un petit peu. Alors ouais, ce qu'ils avaient fait, c'est ça aussi. Ils auraient fait une double page, la double cover, elle est sympa, avec plein de droïdes.
Voilà, donc ouais, ils ont fait ça, ils sortent. Ah non, donc c'est ça, une fresque carrément. c'est une fresque, voilà, fallait s'imaginer donc des numéros coupés là, petit à petit, qui pouvaient Et rassembler. Ils aiment bien faire ça chez Marvel, donc c'est super sympa. Là, on voit en plus le fléau en mode, il ressemble vraiment au concept art là du coup de oui, Grievous. complètement, complètement. Donc ça, Et là, par pour contre, faire je plaisir. dis non, non, non à celle avec Palpatine. Voilà. Ça, Justement, non, non, non. elle est pas ouf. Non, non. Ouais. Non, là, Palpatine est un peu raté, Non, non effectivement. seulement elle est pas belle, mais en plus elle est, je trouve, out of caractère. Enfin, je le vois Bah pas oui, du tout. oui. Pour lui, Il est c'est pas pas du du tout tout une là. menace, quoi. Enfin, Non, non, non. Il est complètement absent du tome, Palpatine. heureusement. Ouais, oui. Surtout pour un fan du personnage comme toi. Bah oui. Et là, il y a les fameuses covers de Ah, John j'aime Tyler. bien ça. Ouais, moi j'aime bien, je trouve ça Moi, rigolo. j'aime bien. Ils font ça aussi pour Marvel. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas l'image, ce sont les comics, les couvertures de comics où on reprend les blisters de figurines vintage. Et donc là, elles sont toutes à l'effigie avec le logo de la série Star Wars Droids des années 80, Ouais. The Adventure of R2D2 and C-3PO. Ah, Et c'est pas sauf mal. qu'elles ont les personnages qu'on vient de dire. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, Ouais. c'est pareil, je les vois pas capitaliser sur une variante cover comme ça pour un volume. Mais par contre, je serais pas contre un volume où on reprend toutes ces couvertures et on les met ensemble, vraiment. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Un Ah, recueil ça, j'adorerais. de cover, là, J'adorerais. de Toy Artbox Parce cover. que Action en figure. anglais, il y a déjà eu des recueils de covers, en fait. Mhm. Notamment sur Star Wars, je crois qu'il y en a 2 qui reprennent les séries Vador et Star Wars avec peut-être pas toutes les variantes, mais avec beaucoup de variantes. Et s'ils pouvaient faire la même chose avec les variantes blister, moi je serais pas contre. J'aime complètement. beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Mais on digresse sur quand la même. fin, oui, voilà. Et sur la fin, bon, après, c'est quelques variantes cover un petit peu dans le même style, avec Un peu moins inspiré quand même. Ouais, voilà. Et on s'est trouvé voilà. Et le fameux Disquad, le tie-in dont on a parlé. Voilà. On a fini. Voilà. Et ben voilà qui va conclure cette émission. Donc, vous l'avez compris, on a quand même plutôt apprécié. Je serais curieux de savoir ce que Francis en a pensé parce que il aurait pu nous rejoindre, mais malheureusement, au niveau professionnel, il n'a pas pu se joindre à nous et on n'a pas son avis. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en a pensé. Parce qu'il est souvent assez critique aussi envers ce qui se passe. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à vous écouter, surtout quand vous taillez, parce que toi aussi, Jean, tu tailles ces derniers temps. Donc, Eden Empire, c'était pas ouf. voilà. Donc, je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. On taille les trucs. Oh là, non. Donc voilà, Francis, si tu veux nous confier aussi, puis vous tous, ce que vous avez pensé peut-être de cette série. Voilà, et puis comme d'habitude, la cloche, le pouce, partagez l'émission, un retweet sur X, une republication sur Facebook pour nous aider, nous donner de la visibilité, nous permettre de grandir, de faire grandir la communauté. Jean nous affiche à l'écran les réseaux sociaux de Star Wars en direct, donc Star Wars en direct podcast sur Facebook, @SW en direct sur Instagram et sur Threads, et Star Wars en SW en direct.bsky.social. Qu'est-ce que c'est compliqué sur ce réseau avec le fameux papillon bleu de Meta. Donc voilà, on espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter, discuter pendant. Oui. Juste avant de nous quitter, si tu veux, les prochaines littératures, là, donc dans la semaine prochaine, Star Wars tome 7 Dark Droid. Donc on reste dans la thématique. Voilà. Dans la foulée, on fera sûrement les Bounty Hunter, les Vador et les derniers. Mais qui sont pas encore sortis en France. Donc on verra en fonction des sorties en France. Et peut-être que tu seras avec nous pour parler d'un tome de la Haute République qui est sorti en août en France. Ah oui, je pense que je vais le rattraper parce que j'avais feuilleté les 2 premiers épisodes et j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est fort probable que je me joigne à vous. Ouais, ce serait cool. Voilà. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on n'aurait pas pu faire les 4 tomes des séries principales sans avoir fait ce volume avant. Et donc, c'est maintenant une avalanche de Dark Droids qui vous attend pour, j'espère, votre plus grand plaisir. Merci Jean, merci à vous toutes et vous tous qui nous avez écoutés. Merci d'être à l'écoute de Star Wars en direct depuis plus de 20 ans à la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.